parle plus du vivant maintenant, parce qu'on considère que quand on parle environnement, quand on parle planète, on a l'impression qu'on désigne quelque chose à quoi nous n'appartenons pas. Donc on va parler de vivant, pour être sûr qu'on soit bien intégré également. Le développement économique, l'investissement, le chiffre d'affaires, la rentabilité, et puis le développement social, les employés, les habitants, les visiteurs. Avec le respect des paysages, bien évidemment, la gestion économe des ressources, dans la durée, pour que ce soit pérenne et qu'on revienne sur cette notion des générations à venir qui pourront aussi en profiter, la réduction des déchets, et bien sûr répondre aux attentes des visiteurs, des salariés, des populations locales, offrir des retombées économiques sur le plan social, participer au développement des compétences par exemple. Pour la partie économique, c'est améliorer la compétitivité des parties prenantes. Le terme de partie prenante, ça vient de l'anglais stakeholders, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un mot qu'on entend très souvent, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Tout simplement, c'est considérer que mes parties prenantes à moi en tant que tour opérateur, agence de voyage, distributeur, c'est toutes les personnes qui vont servir à élaborer mon produit, depuis mes salariés, mes clients, mes fournisseurs, mes partenaires, la collectivité, le territoire. C'est ça qu'on appelle les parties prenantes. Et l'idée, c'est à chaque fois de les impliquer le plus possible dans le tourisme durable, et assurer, donc on parle là pour le coup de répartition des ressources et des revenus, une activité économique qui doit être viable sur le long terme et qui participe au développement du territoire. Quelques acteurs du tourisme durable. Donc tous acteurs, point d'interrogation, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est comment convaincre tout le monde de dire bah oui, vous pouvez être un acteur, comment participer. Si en tout cas on doit répondre à ces défis auxquels nous devons faire face. Donc les institutions, voilà, ça ferait une partie des parties prenantes, les médias, les voyageurs, les partenaires avec les TO, les réceptifs, les transporteurs, les agences de voyage, les banques, les assureurs, les actionnaires, les établissements de formation et tout ce qui est aussi ONG, associations qui prennent part à tous ces engagements pour faire avancer le tourisme durable. Quelques acteurs clés, là aussi c'est pas exhaustif, c'est pas définitif, principaux acteurs clés, donc l'ADEME j'en ai parlé, les Nations Unies, l'Organisation mondiale du tourisme, le blog, le site Voyageons autrement, ATD qui est l'association dont j'ai la chance et le plaisir d'être au conseil d'administration pendant 7 belles années, qui est un réseau, une association qui se développe de plus en plus. On a vraiment, quand je suis arrivé à ATD, on avait je crois une quinzaine d'adhérents, et quand j'en suis parti du conseil d'administration, en tout cas je suis toujours adhérent, on était à 250. Donc on voit vraiment cette évolution. ATES et ATR, je les ai mis là parce que je sais qu'il y a pas mal de tour opérateurs, agences de voyage dans la salle. Ça concerne vraiment le contenu des voyages. ATES solidaire, ATR responsable. L'UNAT, c'est tout ce qui est plein air. Ils sont très engagés sur les questions de développement durable. Et pour avoir des critères fixes, vous avez les GSTC. Quelques raisons de passer à l'action en matière de développement durable. Donc, un vrai sujet et qui est important, c'est associer l'efficience environnementale et la performance économique et sociale. Pendant longtemps, on a dit, moi je l'entends encore, oui mais c'est compliqué, puis ça demande de l'argent, puis du temps. En fait, on a maintenant des retours d'investissement qui sont de plus en plus rapides, et il y a plein d'actions très simples qu'on peut mettre en place. Je pense à la communication, qui ne coûte pas grand-chose et qui rapporte très, très vite. Répondre aux attentes croissantes des salariés et des consommateurs. Aujourd'hui, on sait, il y a que ce soit les nouvelles générations ou les générations récentes, mais dans le tourisme, il y a une quête de sens, une quête d'utilité, comment je fais sens dans un contexte comme celui dans lequel nous sommes, créer de la valeur sur le territoire, valoriser, préserver le patrimoine naturel et culturel et le patrimoine de l'entreprise, bien entendu, anticiper sur les évolutions réglementaires. Il y a eu plus de lois en 10 ans qu'en 50 ans sur le développement durable, donc il faut pouvoir anticiper pour ne pas être dépassé, bien sûr. Renforcer l'image positive de l'entreprise et son positionnement concurrentiel. Vous en parliez avec le lancement de votre marque, ça y participe de plus en plus. Bien sûr, fédérer, jouer collectif, hein, c'est aussi le mot que j'ai vu juste auparavant, co-construire, et bien sûr profiter de la reconnaissance des labels qui sont maintenant de plus en plus reconnus à l'international, les médias mobilisés, et c'est un terme des Nations Unies. Alors juste un petit mot sur la responsabilité sociale des entreprises comme outil, puisqu'une fois qu'on a la vision du développement durable, du tourisme durable, comment est-ce qu'on met en place? Comment? Donc c'est la suite logique. La RSE, c'est la mise en place des démarches de développement durable dans l'entreprise. Dans chacune de vos entreprises, comment je vais mettre en place? Eh bien, la RSE qui est née, vous voyez là aussi ça date de quelques années,
l'origine au départ, puisque Howard Bowen, qui a été le premier à poser cette question, elle est fortement intéressante, il me semble. Quelle responsabilité envers la société peut-on raisonnablement s'attendre à ce que les hommes d'affaires assument? Alors c'est un peu, c'est pas aimable vis-à-vis des hommes d'affaires, mais il voulait dire par là simplement, et c'est ce qui a été après l'évolution, c'est est-ce qu'on peut uniquement penser au business, on doit penser uniquement en matière de rentabilité financière, on doit penser aussi au rôle que l'entreprise peut jouer et à l'intérêt général. Donc il a fallu là aussi quelques années, dans les années 2000, la Commission européenne a publié un livre vert qui définissait la RSE comme l'intégration volontaire, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'obligation réglementaire en matière de RSE, par les entreprises à intégrer les préoccupations sociales, environnementales, économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes. Donc, dans tous les cas, et c'est pour ça que c'est bien la suite logique, la RSE contribue au développement durable. Là, s'il y a des assureurs dans la salle, ou des banquiers, ou la notion de risque, elle est vraiment à prendre en compte, et on le voit effectivement à chaque fois, on parlait l'été dernier, ça a été quand même assez visible pour tout le monde, pour le coup, que ce soit les sécheresses, les incendies, que ce soit les incidents de toutes sortes, on a mesuré et on commence à dire il est important d'agir parce que ça va nous coûter plus cher en assurance que finalement le coût que ça aurait si on agissait pour réduire. Donc, les pollutions, les catastrophes naturelles, donc les risques encourus par la planète, s'il n'y a pas de mise en place de démarche RSE, s'il n'y a pas d'engagement vers le tourisme durable, le développement durable, voilà les risques encourus, la raréfaction des ressources, le réchauffement climatique, vous le savez, la disparité du niveau de PNB, en tout cas, ces démarches permettent de gérer et limiter les risques. Et bien sûr, ça touche aussi tout ce qui est l'accès à la santé, aux soins, à l'eau, et ça rejoint là aussi donc, les 17 objectifs du développement durable, du 7 ODD. Alors, qu'est-ce qui a rendu, qu'est-ce qui a permis d'accélérer la RSE? C'est la loi Pacte, donc elle date de 2019, et cette loi Pacte, elle a en fait modifié le code civil. Donc là, on est un petit peu technique, hein, ça intéressera les juristes peut-être, mais l'idée c'est de se dire, voilà, comment on comprend bien comment ça a fonctionné, et comment les choses évaluent. On a vraiment la loi Pacte qui a permis de modifier tout ça. Et alors, on a eu un petit sondage qui nous permet de dire que 51% des Français considèrent qu'une entreprise doit être utile pour la société dans son ensemble. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi l'entreprise à mission qui est la raison d'être de l'entreprise. Rapidement, les questions et les principes que pose la RSE, les relations entre l'entreprise, la société civile et les institutions, comment je joue un rôle là-dedans, le rôle de l'entreprise dans la société et le management des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Avec les 7 principes, je passe rapidement là-dessus. Il s'agit bien pour la RSE d'un engagement volontaire. La participation, comment l'entreprise va participer à améliorer les conditions sociales et sociétales tout en préservant l'environnement et tout en prenant en compte les parties prenantes. Les raisons de passer à l'action, on retrouve une partie des mêmes et d'autres qui sont spécifiques. Accroître sa performance, gagner en compétitivité, créer de la valeur, réduire son impact, réduire ses coûts d'exploitation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très important à retenir. La mise en place de démarches permet aussi d'améliorer sa performance là-dessus. Se différencier, conquérir de nouveaux clients marché, prévenir, maîtriser les risques, on en a parlé, valoriser l'image. Il y a une notion d'acceptabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, vous savez, où il y a les fly shame, les générations qui disent voilà, je ne prendrai plus l'avion. Parler d'acceptabilité, ça permet effectivement de répondre à ces freins qui sont levés, mobiliser les parties prenantes et bien sûr participer. Alors les achats responsables, très rapidement, puisqu'en matière d'achat, évidemment les uns les autres, j'imagine, pour produire, il vous faut des prestations. Donc comment, avec les prestataires, engager des achats responsables en pratique avec les fournisseurs. Donc mettre en place des partenariats forts et long terme pour, là encore, co-construire. Donc évidemment ça peut être avec un cahier des charges, on va interroger ce qu'on appelle l'ACV, c'est le cycle de vie. On va interroger sur une charte d'achat, on va regarder comment ça se passe du côté des fournisseurs, peut-être accompagner le fournisseur à mettre en place ces outils-là, avec à chaque fois un plan de progrès. Évidemment, vous pouvez à chaque fois que vous vous interrogez, oui mais comment je construis un produit qui est développement durable? Et bien là, c'est là que les labels jouent un rôle important. Vous allez regarder, il y a des labels pour l'alimentaire, des labels pour l'hébergement, des labels maintenant pour les tours opérateurs qui vous permettent de dire tel ou tel établissement partenaire est plus ou moins engagé.
Et ce qu'on appelle le TCO, c'est tout ce qui est l'ensemble des coûts induits pour l'achat. L'achat de biens et de services, la définition qui minimise les impacts environnementaux et sociaux et favorise les bonnes pratiques en termes d'éthique. Ça, c'est important en matière d'achat. Donc, les retours positifs, effectivement, comment on va attirer les talents, comment on va développer des partenariats avec ses fournisseurs, comment on va rassurer ou attirer des investisseurs, évidemment des banquiers, et puis aussi répondre aux attentes des clients, sachant que c'est effectivement une démarche de moyen et long terme. Voilà rapidement pour les achats. Alors on passe rapidement là aussi, tendance et bonnes pratiques. Là aussi je ne suis pas exhaustif et je suis sûr que si on avait fait le tour des bonnes pratiques de ce que vous faites déjà, souvent moi c'est le constat que je fais, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de aujourd'hui il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas non plus d'excellence, on va dire. On a tous à continuer à progresser, l'amélioration continue. Donc les bonnes pratiques dont je vais parler ici, elles parlent d'une partie de celles que j'ai recensées, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, notamment, ces bonnes pratiques, elles sont maintenant regardées de plus près par les voyageurs internationaux. Booking a sorti une étude, là aussi c'est assez récent, pour justement interroger, à un moment de la reprise, sur l'intérêt que les consommateurs avaient sur les voyages éco-responsables. Donc 80% d'entre eux souhaitent faire du tourisme durable une priorité à l'avenir. Après, vous allez dire, il y a toujours un pas entre l'affichage et la décision d'achat. Mais en tout cas, dans le déclaratif, à chaque fois, ça évolue. Souvent, ils disent qu'ils sont susceptibles de réserver un hébergement ayant pris des mesures éco-responsables. Et on voit que c'est vrai qu'en matière, en tout cas, de fidélité et de nombre de participants, les hébergements engagés progressent aussi. Beaucoup de voyageurs interrogés souhaitent, et ça c'est vrai dans toutes les études que j'ai pu avoir, que l'argent qu'ils dépensent soit utile et soit réinjecté dans l'économie locale. Et ils aimeraient avoir aussi pouvoir prendre des décisions plus éclairées, plus d'informations sur qui fait quoi en la matière et comment ça marche. Vous voyez cette première là aussi d'un sondage IFOP, un tiers des Français attendent des marques qu'elles s'engagent notamment sur la dimension écologique. Des fois, j'entends souvent me dire c'est paradoxal, ils veulent qu'on s'engage et puis après ça va jusqu'à leur confort, la limite, etc. Mais en tout cas, dans les études, voilà ce qui ressort. Ils sont davantage disposés à acheter un produit proposé par une entreprise qui met en avant sa démarche RSE, à concurrence de prix. En général, c'est un maximum de 10% en termes d'acceptation de différence de prix. Et ça, c'est vrai, par contre, moi je le constate souvent, la fidélité. La démarche, quand on engage une démarche, ça va être positif concernant la fidélité. Voilà, valoriser l'engagement de leurs salariés. C'est important aussi par rapport aux démarches engagées. Je passe sur ces axes-là. Alors j'ai relevé quelques tendances, les tendances à venir de l'évolution du tourisme en général. On n'est pas uniquement cadre développement durable, je voulais faire le lien avec les bonnes pratiques des tendances. Peut-être que vous les connaissez déjà. Il y a une étude de Switch qui a été faite, donc j'ai essayé de la synthétiser pour vous la présenter de manière la plus pédagogique possible. Alors, l'hybridation. L'hybridation, vous avez peut-être tous entendu parler des évolutions avec le glamping, le mélange entre le glamour et le camping, les écologes de luxe, c'est-à-dire qu'un écologe qui doit être proche de la nature, maintenant il va adapter des critères de luxe. Le slow tourisme, on en a parlé. Le staycation, ça vous parle, c'est quand on va voyager vraiment proche de chez soi, sans bouger de chez soi, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment en toute proximité. Ça a été l'occasion, notamment la Covid a accéléré tout ça. Ce qu'on a appelé le locatourisme aussi. Le locatourisme, c'est je vais aller passer une nuit dans un hôtel à côté de chez moi. Le blazer, c'est quand on va mélanger le business et le loisir. Et le worldly, c'est un peu l'inverse. On est en vacances et on continue à travailler. Alors l'hyperconnexion, ça on est vraiment c'est un sujet depuis l'évolution effectivement digitale. On parle maintenant de hyperconnexion ou de hyper-déconnexion. On va trouver les deux sur l'évolution des tendances, avec pour le tourisme de masse la possibilité pour les gens qui n'auront pas les moyens à voyager virtuellement, et puis pour les gens donc des catégories plus aisées, à continuer à aller voir des endroits, mais avec beaucoup plus d'exclusivité, des endroits qui sont privilégiés. Le parcours client qui est de plus en plus important et devrait être de plus en plus important à l'avenir sur toute l'ensemble du parcours.
La haute valeur sociale et environnementale, elle monte aussi vraiment dans les tendances très fortement. Ce que j'appelle l'hyperbole, c'est-à-dire qu'on va avoir ou le tourisme de masse ou le tourisme de niche. Et puis ce que j'ai appelé hype, parce que c'est très tendance, c'est ce qu'on appelle les micro-aventures, les micro-événements. On appelle aussi le tourisme régénératif ou le tourisme de revanche. Le tourisme de revanche, c'est quand on va, après la Covid, les gens se sont dit, hop, je vais voyager puisque je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. Ou je vais profiter aussi, ça c'est un peu morbide, avant que telle ou telle espèce disparaisse, je vais en profiter pour aller la voir. Alors là, je ne sais pas si les représentants sont dans la salle, quelques bonnes pratiques relevées par certains tour opérateurs. Donc on le voit, je ne vais pas balayer ça dans le détail, mais ça va des engagements en matière de compensation carbone, hein, CO2, il y a notamment avec Good Planet, il y a des engagements sur l'éthique, il y a des engagements sur la partie RSE, il y a des engagements pour certains, enfin les deux en l'occurrence, qui sont avec le label ATR, Agir pour un tourisme responsable. Ils ont travaillé aussi, en ce qui concerne le Club Med, sur les villages, avec des labels comme Green Globe, BREEAM, et puis l'engagement local avec des associations comme l'Agri-Sud. Du côté de Coney, on a travaillé avec Travel Life, on a travaillé avec tout ce qui est autour des droits de l'homme, et aussi de tout ce qui est recyclable, déchets, réduction des impacts et sensibilisation des voyageurs. Alors, Voyageurs du Monde, bon, vous voyez, c'est toujours un peu un tour opérateur qui fait référence parce qu'aujourd'hui, c'est un de ceux qui a commencé son engagement très très tôt. Il avait commencé bien avant les autres à proposer à ses clients la compensation carbone. Ça n'a jamais vraiment marché. Et du coup, aujourd'hui, le tour opérateur prend en charge cette compensation et a mené aussi, et avec tout l'ensemble de l'ensemble des filiales, à mener, ou des marques qui appartiennent au groupe, des engagements avec le label ATR, avec aussi de la réforestation, de l'aide aux migrants, du mécénat, de la formation et de la redistribution des fruits de la croissance. Du côté d'Asia, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur les destinations, avec le développement et le financement de projets, le soutien aux populations locales, des cahiers des charges. Alors souvent, il faut formaliser ces démarches. Donc, cahier des charges. On va travailler aussi avec des associations locales, tout à l'école. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, cette association-là, parce qu'effectivement, la Covid est venue un petit peu bousculer tout ça. Et puis, des activités de partage. Donc, dans les produits, on va intégrer des activités qui vont permettre de faire vivre la bonne pratique avec ses clients. Là, vous voyez, encore une fois, on aurait pu mettre 5 pages, il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis déjà quelques temps. Que ce soit des destinations comme les Bahamas, comme les Baléares, que ce soit des groupes comme TUI ou bien d'autres, que ce soit les croisiéristes, les hôteliers, que ce soit les tour opérateurs, il y a énormément de bonnes pratiques qui sont mises en œuvre depuis, alors il y en a certaines, on passe maintenant par la taxation, hein, l'impôt, la régulation des fluides. Évidemment, on va travailler beaucoup sur la technologie, c'est vrai pour l'aérien, c'est vrai pour les bateaux, et puis on va travailler sur le solidaire pour les tour opérateurs, et sur la réduction des impacts pour les hôtels en particulier. Quelques labels, je passe rapidement là-dessus, les principaux labels du tourisme qui peuvent vous aider après, qui pourront vous aider à choisir tel ou tel opérateur est-il tourisme durable. S'il a un label, c'est pas forcément le Graal absolu pour tout le monde, mais le label est le plus fort un indicateur qui permet de donner une valorisation. Je vous ai mis cette slide-là parce qu'elle résume un peu, et surtout il y a le mot indicateur. Peut-être ce sera la phrase du jour. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, donc il faut commencer par mesurer. Donc mesurer sa consommation d'énergie, mesurer sa consommation d'eau, mesurer sa production de déchets, et puis favoriser l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et encourager la communication. Ça, c'est un peu un transversal de l'ensemble des démarches et de l'ensemble des labels. Quelques labels RSE, peut-être vous en connaissez certains, et label achat responsable. Donc Lucie, Certified Corporation, des entreprises à mission engagées RSE, EcoVadis pour la RSE. Les autres, c'est des labels ou achat responsable ou effectivement plutôt orientés RSE du côté social. Quelques bonnes pratiques, là aussi, auxquelles vous pouvez penser, peut-être, j'espère, ça vous inspirera si vous souhaitez mettre en place certaines de ces actions en matière de gouvernance pour la RSE ou de communauté et de développement local. Donc créer des emplois locaux, s'impliquer auprès des communautés par le biais de fondations, par le biais d'actions, par le biais de participation de visiteurs, assurer l'accès à l'éducation,
création d'une charte éthique pour la gouvernance, mise en place de formes de management plus démocratiques, il y a même jusqu'à la rémunération des actionnaires de façon responsable et des dirigeants, implication des salariés, ça c'est important évidemment, d'avoir cette implication des parties prenantes. Et puis en matière de droits de l'homme, ça ce sont quelques principes de la RSE bien sûr, l'insertion des personnes, l'égalité hommes-femmes, le respect de la diversité, et l'environnement, ben, la liste on l'a déjà un petit peu touché du doigt j'imagine, consommation d'eau, énergie, réduction de gaz à effet de serre, gestion des déchets, utilisation durable des ressources, pollution et achat responsable. Pour terminer, les perspectives et pistes d'action. Là aussi, c'est absolument pas ni définitif ni exhaustif. J'essaie de mettre quelques exemples de bonnes pratiques, sachant qu'en matière de taux de croissance annuel moyen du tourisme, c'est 5,8% prévu de 2022 à 2032. C'est plutôt la bonne nouvelle pour ceux qui étaient encore inquiets, avec la création, ça c'est les chiffres du Conseil mondial du voyage et du tourisme, la création de 126 millions de nouveaux emplois à venir. L'idée, c'est d'avoir des pistes d'action pour le surtourisme. Donc j'en ai mis quelques-unes ici, peut-être que vous en connaissez certaines. La régulation des villes comme Dubrovnik, mais c'est vrai pour Barcelone, à Venise, Florence, à Marseille, on a l'été dernier réservé pour aller dans les calanques. Ça a plutôt bien fonctionné de ce que j'ai entendu. Une question de déconcentration dans le temps et dans l'espace. Comment je veux programmer mes voyages pour pas envoyer tout le monde au même endroit au même moment. Peut-être travailler sur la durée, peut-être travailler sur la saisonnalité, la limitation de la taille des groupes, et puis s'appuyer sur des solutions numériques. Il y a eu une application qui fonctionne bien, en tout cas sur le territoire, c'est Affluence, qui permet d'informer le visiteur de l'affluence dans tel ou tel site. Et bien sûr, voilà, comme on le voit, les pistes d'action pour réduire les gaz à effet de serre, là c'est privilégier les transports à impact réduit, donc travailler sur cette notion de transport doux, c'est important. C'est un exemple de Nomade Aventure qui a gagné un trophée par rapport à ça, qui proposait des voyages en Europe en train, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Et technologie et biocarburant, c'est comment travailler sur la réduction d'impact des avions, et la réduction et la contribution, peut-être commencer par faire un bilan carbone. Dans les pistes d'action concernant l'érosion de la biodiversité, voilà par exemple ce chiffre qui est un peu effrayant, le bassin méditerranéen qui pourrait atteindre 325 millions de visiteurs contre 200 aujourd'hui. Donc forcément, ça va poser des problèmes en matière de biodiversité. Mettre en place des partenariats locaux, sensibiliser les clients et former les salariés, ça c'est vraiment une action capitale en matière de développement durable, la formation des salariés et des parties prenantes, l'intégration dans les produits touristiques d'actions de préservation, de comptage, de plantation. Concernant les pistes d'action management durable ou labellisation, le fait de choisir de s'appuyer sur tel ou tel label, ça peut être une piste évidemment. Mettre en place une politique RSE, une politique d'achat responsable, une politique de développement durable, pour permettre de sélectionner des prestataires qui soient écolabellisés, informer et impliquer les collaborateurs et les parties prenantes, et sensibiliser les clients. Ça, c'est un rôle vraiment capital de sensibilisation des clients. Donc, je voudrais vous laisser avec cette perspective et pistes d'action à moyen et long terme qui concernent en particulier Univermer, c'est l'entreprise à mission. L'entreprise à mission, c'est aller plus loin que propose la RSE, et c'est d'aller poser un projet et poser en fait et fixer un cap pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, comment l'intérêt général est pris en compte par l'entreprise et pas seulement l'intérêt justement de l'activité économique, mais aussi l'impact social et l'impact environnemental. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'entreprises à mission, mais ça date de 2019. Il y en a à peu près 826, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé aujourd'hui, mais c'est récent et c'est apparemment en forte croissance exponentielle. J'ai identifié à ce jour une seule qui est agence de voyage et tour opérateur, qui s'appelle Explora Project. Ça peut être intéressant, vous prendrez 5 minutes de regarder ce qu'ils font, mais c'est la première agence de voyage tour opérateur basée à Annecy qui est entreprise à mission. Et donc l'entreprise à mission, ça va consister en justement inscrire dans ses statuts cette notion d'intérêt général. Alors pourquoi on s'engagerait, pourquoi vous choisiriez de réfléchir dans cette piste-là pour améliorer la performance économique extra-financière, parce que la notion est importante par rapport à ça, le pilier économique est à prendre en compte, intégrer évidemment les engagements RSE dans la stratégie globale, c'est-à-dire, comme je le disais, intégrer ces trois piliers en amont, pas une fois que les choses sont faites, parce que c'est un peu trop tard, et puis fédérer les équipes et les parties prenantes, créer de la valeur sur le territoire,
Et aussi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très important, renforcer l'image de marque et la marque employeur pour recruter les nouvelles générations du tourisme. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.